Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Vous avez été très nombreux à réagir suite à l'unboxing de la centrale Z21 et je pense que ce serait intéressant que je puisse répondre aux nombreuses questions qui ont été posées dans la section commentaires et donc je vous propose dans cette vidéo un petit peu particulière de revenir sur différents points qui sont remarquables. La première des choses que je voudrais dire, c'est que ma mauvaise humeur lors de l'unboxing est plus justifiée sur la forme que sur le nouveau matériel que je viens d'acquérir. Je connais maintenant bien les systèmes numériques, j'ai des discussions très nombreuses avec un expert en informatique et en électronique industrielle, donc du coup j'ai une meilleure vision des limitations à la fois de la norme DCC en tant que telle, définie par la NMRA et par le MOROP, par le matériel à l'heure actuelle commercialisé sur le marché, et pas uniquement chez Rocco. Et donc du coup, cet ensemble d'éléments me donne une vision un peu plus exacte des choses et des limitations auxquelles je suis contraint de faire face avec le réseau de Wissonheim. Je reviens là-dessus. L'ensemble des fabricants, avec la norme DCC, ont proposé des systèmes qui sont calibrés pour correspondre à la grande majorité de leur clientèle. Et il faut savoir que la grande majorité de la clientèle va avoir des besoins qui ne sont pas ceux des grands réseaux. Et quand on en arrive effectivement à vouloir définir ce que c'est qu'un grand réseau, et effectivement, quand on regarde sur le papier par rapport à des chiffres marketing annoncés, un peu fantaisiste, parce que ça montre une capacité technique sur le papier qui, dans la réalité physique, ne pourra jamais arriver, on commence à s'intéresser un petit peu à ce que les différents systèmes digitaux ont dans le ventre, pour savoir si ce qu'ils disent d'un point de vue commercial correspond à la réalité technique et technologique des choix qu'ont fait les constructeurs quand ils construisent et qu'ils offrent, enfin qu'ils proposent une solution numérique à un marché qui est un marché qui en lui-même comporte aussi des obligations d'antériorité et de rétrocompatibilité ascendante, ce qui ne va pas en plus simplifier le schmilblick, comme dirait l'autre. Donc, effectivement, la solution qui a une élégance actuelle de segmenter en fait différents bus, un bus de traction DCC, un bus de commande DCC et un bus de gestion des accessoires DCC. Alors je fais une différence entre la commande et les accessoires. Les commandes, c'est tout ce qui va permettre au train d'évoluer sur votre réseau, donc ce sont tous les effecteurs d'aiguillage qui sont ensuite après embeddés, rassemblés par grappe avec des cartes comme par exemple les cartes de commutation d'aiguillage, donc les SADEC, le boîtier Rocco 10836. Donc tout ça, c'est de la commande d'effecteur en fait. Et ensuite après le bus DCC de signal pour tout ce qui est en fait, j'allais dire de l'ordre de la cosmétique, c'est-à-dire les signalisations, les animations de passage à niveau, etc., qui, bien évidemment, peuvent garder la topologie DCC de configuration, mais par contre, sont décorrélés d'une part du bus traction, d'autre part du bus accessoire décodeur, pour éviter un encombrement du système. Donc du coup, cette solution de partir sur 3 systèmes parallèles, donc 3 centrales parallèles, trouve en fait sa pertinence parce que c'est une réponse la plus simple à faire avec ce qui nous est offert sur le marché à l'heure actuelle. Donc par exemple, les signaux peuvent très bien être pilotés par des Arduino qui reçoivent une commande DCC avec une centrale DCC vraiment d'entrée de gamme qui est très très basique en fait.
Ensuite, après, le pont entre ces différents systèmes se fait par le logiciel, en l'occurrence Train Controller, qui est capable de pouvoir gérer simultanément plusieurs systèmes numériques et donc envoyer en fonction des systèmes numériques les commandes à telle ou telle centrale qui ensuite va les dispatcher sur son bus DCC de puissance. Donc ça, c'est, on va dire, la solution qui permet à l'heure actuelle d'éviter de se retrouver avec un système qui plie les genoux parce qu'il a beaucoup trop d'informations à traiter. Et ça, cette cause-là, elle vient du cœur du système en lui-même, c'est-à-dire du microprocesseur qui gère la centrale numérique, qui est calibré en fait par les différents constructeurs pour répondre aux besoins économiques et efficaces de la plus grande majorité de leurs utilisateurs. Je vais donner un exemple très simple. On ne donne pas une Ferrari à un conducteur qui vient juste d'avoir son permis, ou alors il faut vraiment avoir du pognon acheté par les fenêtres. Mais en règle générale, on commence à apprendre à conduire une moto ou une petite voiture avant de commencer à passer sur une GT ou une supercar. Bah là, dans les systèmes DCC, c'est à peu près la même chose, sauf que on n'a pas la supercar, la centrale supercar qui permettrait de pouvoir équiper des très grands réseaux ou des réseaux qui sont des réseaux de type attraction Mini World ou Miniature Wonderland, même si Miniature Wonderland a commencé, si j'ai bien compris, à développer leur propre système de pilotage et qui n'est plus un système lié à DCC, qui récupère en fait les broches qui sont dans les locomotives, mais ils ont leur décodeur spécifique et leur système intégré, parce que je dirais à un moment donné, quand on gère des réseaux aussi immenses, on ne peut plus se contenter des centrales et des offres digitales du marché dit grand public. Alors, bien évidemment, la problématique, c'est de pouvoir situer cette frontière entre un système actuel qui fonctionne, encore une fois, ça fonctionne, mais c'est calibré pour des, entre guillemets, réseaux modestes, et des grosses infrastructures ou des infrastructures intermédiaires comme Wessenheim et dans le cas le plus extrême, le réseau de Porsche, le réseau de Hambourg ou Mini World Lyon, Mini World Toulon. Donc effectivement, moi, je me place, en fait, j'ai un peu le derrière entre deux chaises, parce que justement, je suis pas dans une structure absolument gigantesque. Il y a des réseaux qui sont bien plus grands que le réseau de Wessenheim, mais par contre, je suis vraiment à l'extrême limite supérieure d'une offre grand public. Et donc, cette offre grand public Z21, elle a un pied, on va dire un quart de doigt de pied dans la solution professionnelle de plus grande ampleur, mais par contre, elle est quand même conçue économiquement pour être rentable, d'une part, mais aussi d'être satisfaisante pour la grande majorité des gens qui vont acheter leur centrale pour équiper leur réseau dans leur maison, etc. Donc, effectivement, il y a ce tiraillement qui fait qu'il faut trouver une solution intermédiaire, puisqu'on n'a pas la très très grande Rolls, et qu'on a un système qui est prévu pour la grande majorité des utilisateurs. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura un fabricant qui s'emparera de ça et qui proposera un système pour justement des réseaux comme Wessenheim et plus avancés en termes, enfin plus complexes, pour avoir un système qui est intégré, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et effectivement, on doit faire avec ce qu'on a. Donc, maintenant, j'en viens à la réponse des questions. L'introduction a été un petit peu longue, je suis désolé, mais j'avais vraiment besoin de repréciser ça et de redire que, effectivement, ce n'est pas en soi une critique sur la qualité de la Z21, de la topologie Z21 ou de ce que peuvent proposer les fabricants à l'heure actuelle quand ils proposent des centrales qui sont vraiment tournées vers l'avenir. Parce que effectivement, eux, ils répondent aussi à des besoins, à des logiques de marché. Voilà. Donc maintenant, la première des questions qui m'a été posée, c'est la différence entre la Z21 blanche et la Z21 noire. Alors, la Z21 blanche, en fait, elle a été proposée, elle a été conçue, elle a été conceptualisée pour avoir deux offres, en fait. Une offre qui est
la plus minimale possible, qui est d'être joint en fait à un coffret de démarrage avec un ovale, une locomotive, éventuellement 2 aiguillages et une voie de débord, ce qui est l'offre, on va dire, entre guillemets, classique des starter kits. Donc du coup, elle n'a pas besoin d'une débauche de connectivité parce que l'utilisateur, quand il achète sa Z21, il va avoir sa multimance, il va avoir son ovale, il va avoir son point de connexion et éventuellement on lui met quand même la possibilité de pouvoir commander des aiguillages, donc on lui met un connecteur Airbus qui justement va lui permettre de pouvoir commuter quelques effecteurs assez simples, voilà, 3-4 aiguillages, allez, on va monter jusqu'à 8 ou 16 aiguillages, et ça sera très très bien. Donc du coup, effectivement, la Z21 de base, elle a certes une connexion réseau via le réseau Ethernet, donc avec un port RJ45, mais ce port, il est bridé pour n'autoriser en fait que la possibilité de mettre à jour la centrale Z21 via le réseau Ethernet en la connectant directement à un ordinateur, et elle n'accepte que ce type d'information de mise à jour. Ensuite, après, ils ont fait la Z21 intermédiaire, donc celle qui est équipée d'un routeur ou le fait de pouvoir la débloquer, c'est-à-dire débloquer le port Ethernet pour que ce ne soit plus uniquement un port de mise à jour, mais que ce soit aussi un port de commande, et donc de pouvoir utiliser la Z21 blanche avec un logiciel de MFAO, parce que, effectivement, en prenant des solutions, entre guillemets, d'entrée de gamme, en MFAO, on peut piloter son petit réseau qui va avoir ses 2-3 trains, ses quelques aiguillages. Et à ce moment-là, le bus Airbus et le bus Ethernet, le port Ethernet, peuvent tout à fait gérer dans un petit réseau les différents mouvements que l'on va demander à son réseau, parce qu'effectivement, on va avoir 16 contacts ou 32 contacts de rétrosignalisation en Airbus, on va avoir 2 boîtiers d'aiguillage, et éventuellement, si vraiment on se sent un petit peu léger, on vient connecter sur le 3e port qui est présent sur la Z21 blanche, qui est le port booster. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir des connecteurs spécifiques pour les grands réseaux, et avoir finalement une seule sortie de bus de puissance DCC, donc une seule sortie track, et la commutation entre le DCC de traction et le DCC de programmation se fait en débranchant et en branchant sur une voie spécifique, parce qu'on n'a pas un besoin perpétuel et très important d'avoir un accès sur une voie de programmation particulière. Voilà, donc ça vous décrit un petit peu l'offre de la Z21 blanche, qui a en fait les 2 premières marches de la topologie Z21. La première marche, c'est la version vraiment simplifiée et bridée qui est donnée dans les coffres de départ. Et la deuxième marche, c'est pour des petits réseaux qui sont effectivement peu gourmands en termes de ressources et en termes de besoins de connectivité avec l'ensemble de son réseau, mais aussi avec des solutions d'autres fabricants. Je pense notamment à des compatibilités avec d'autres bus de commande et de commutation, notamment le bus LocoNet. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne la Z21 blanche. Maintenant, Rocco propose la Z21 noire. Et donc la Z21 noire, effectivement, comme on l'a vu, elle est dotée de fonctionnalités de connectivité qui sont un petit peu plus importantes que la Z21 blanche. Il faut savoir en fait aussi que quand on conçoit un système électronique, on le conçoit toujours en version max et ensuite en version dégradée. Donc effectivement, on peut supposer que la Z21 blanche a une capacité de traitement de l'information qui est un peu inférieure à la Z21 noire, d'une part parce qu'elle a moins de connectivité à devoir gérer, et d'autre part parce que, effectivement, les fonctionnalités
qui sont de base dans la Z21 noire et qui ne sont pas nécessaires dans la Z21 blanche, ne vont pas forcément nécessiter le même nombre de composants sur la carte mère où se trouve le microcontrôleur, le microprocesseur, les microcontrôleurs, les bus de puissance et les interfaces d'entrée-sortie. Et donc c'est sûr que la différence qu'il pourrait y avoir, c'est que une Z21 noire, possédant effectivement peut-être plus de ressources matérielles, sera sur un réseau équivalent, peut-être en capacité de pouvoir traiter avec plus de confort, on va dire, les informations qu'elle aura besoin de traiter pour faire fonctionner les trains, fonctionner les effecteurs, etc. Il est à noter aussi que la Z21 noire est dotée d'une interface de communication qui, elle, est beaucoup plus évolutive parce que destinée à une évolution de marché et une évolution de standard, à savoir le bus CAN, qu'ils offrent une compatibilité plus importante avec la présence du bus Loconet, mais que, effectivement, l'ensemble de ces connectivités vient donner un impératif matériel supérieur, et ça peut se comprendre vis-à-vis de la Z21 blanche. Mais de toute façon, de ce que l'on en sait sur l'analyse des cartes, donc des cartes mères de la Z21 blanche et de la Z21 noire, on a exactement la même carte mère. Ce qui va changer, c'est le nombre de composants qui vont se trouver dessus, et c'est les capacités de traitement, alors que probablement, on n'a pas encore de réponse très précise là-dessus, mais probablement le cerveau central qui gère l'ensemble des informations et qui a une capacité de mettre à jour son logiciel interne, son firmware, manifestement, il garde à peu près la même équivalence de capacité de traitement en temps réel de l'information. Donc, quand on regarde un petit peu l'analyse de cette carte mère, on se rend compte, pour la Z21 blanche, que l'on a un microprocesseur qui fait le job par rapport à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire les entrées-sorties relativement simples. Sur la Z21 noire, on voit qu'il y a certes que la carte mère est dotée de composants supplémentaires, notamment de mémoire et peut-être d'un processeur qui est légèrement cadencé plus rapidement, mais pour l'instant, moi, je n'en ai pas de preuve exacte. Il faudra attendre une bonne âme pour nous montrer l'intérieur d'une Z21 noire pour pouvoir faire une analyse du PCB, de la carte mère. Mais de ce que l'on en a vu sur quelques images qui peuvent traîner sur les forums sur le net, c'est que effectivement la dotation de la Z21 noire en termes techniques lui permet de pouvoir gérer les bus supplémentaires qu'elle a à gérer. Alors ensuite, après, elle a des interfaces de sortie, donc le bus de puissance, qui est le bus main track. Elle a aussi une voie spécifique, une sortie spécifique pour la voie de programmation, ce que n'a pas la Z21 blanche, qui vous oblige à débrancher, mettre sur une voie spécifique et à vous commuter en mode programmation, alors que la Z21 noire, elle a une sortie spécifique pour une voie de programmation, et il n'y a pas besoin de faire cette action de déconnexion, reconnexion et de commutation sur le logiciel ou sur le logiciel Z maintenant Soul pour lui dire tu te mets en mode programmation ou tu te mets en mode traction. Donc ça, c'est une différence aussi. On voit qu'elle est dotée, par contre, d'un bus qui s'appelle le Snifer Bus. Et le Snifer Bus, en fait, c'est un bus d'asservissement qui est utilisé pour pouvoir asservir une autre centrale, qui serait d'une autre topologie, par exemple, pour pouvoir continuer à utiliser son ancien matériel. Mais cet ancien matériel ne vient plus alimenter les voies de traction, mais simplement envoie ces ordres sur le bus DCC, sur son bus DCC, qui est en fait connecté au bus DCC de la Z21, et ce qui permet de faire rentrer une configuration antérieure dans la topologie Z21 et de faire du coup profiter des nouvelles connectivités qu'offre la Z21 noire, à savoir notamment le bus CAN et éventuellement la gestion avancée du bus Loconet. Sachant que le bus Airbus est exactement le même et a les mêmes limitations que ce soit sur la Z21 blanche et la Z21 noire. Donc ça ne change pas. Ce qui va effectivement changer, c'est d'une part la connectivité, puisque la Z21 noire n'est pas bridée à l'achat. Donc elle a sur son port
Ethernet avec sa connectique RG45, elle est en capacité de pouvoir non seulement se mettre à jour, mais aussi recevoir des ordres de commande d'un ordinateur et d'un logiciel de MFAO, donc de modélisme ferroviaire assisté par ordinateur. Pour pouvoir bénéficier de cela, sur la Z21 blanche, il faut utiliser un code de déverrouillage qui va déverrouiller en fait les commandes en logiciel et qui va autoriser en fait le microprocesseur de la Z21 blanche à communiquer en entrée et en sortie sur le port Ethernet RJ45 qui serait connecté sur votre réseau domestique. Donc c'est vraiment la différence qu'il peut y avoir entre les deux produits. Maintenant, est-ce que, et ça on le suppose, certainement il y a un peu plus de puissance de calcul, comme je le disais antérieurement, sur la Z21 noire, parce qu'effectivement, elle a beaucoup plus d'entrées-sorties diverses à devoir gérer, et par conséquent, on peut imaginer que l'électronique ait quelques petites subtilités de puissance, mais entendons-nous bien, la topologie globale, c'est-à-dire l'architecture globale Z21, est rigoureusement identique entre une Z21 blanche et une Z21 noire, et que cette puissance de calcul supplémentaire qui serait donnée à la Z21 noire ne vient pas lui apporter des fonctionnalités différentes, mais simplement la capacité de pouvoir traiter des entrées-sorties un peu plus importantes. C'est très important parce qu'il n'y a pas fondamentalement de différence en hardware, c'est-à-dire sur la carte électronique, sur la conception de la carte électronique et sur la capacité de pouvoir gérer un système entre la Z21 blanche et la Z21 noire. Après, cette nouvelle connectivité, notamment la connectivité CAN, va permettre de pouvoir ajouter des périphériques qui vont être en capacité de pouvoir traiter des informations et renvoyer des informations à la centrale de façon beaucoup plus efficace et donc de faire entre guillemets, économiser de la ressource sur le système principal, le MCP, de la carte qui crée le système Z21. Voilà, donc une fois qu'on a bien compris, en fait, cette différenciation de gamme, on peut ensuite, après, commencer à parler des subtilités que viennent apporter en fait, de la justification de choix et la justification du prix marketing que Rocco met entre la Z21 blanche et la Z21 noire. Maintenant, quand on regarde un petit peu en ce qui concerne la Z21 noire, cette fois-ci, la raison aussi qui explique pourquoi le commercial de Rocco a émis des réserves, c'est que techniquement, la Z21 noire offre des options avancées par rapport à la Z21 blanche, une hyperconnectivité plus importante, donc des entrées-sorties plus importantes, un bus CAN qui permet effectivement d'utiliser des modules de nouvelle génération, mais fondamentalement, le système en lui-même, c'est-à-dire la façon dont il est conçu et la topologie dont il est conçu, n'a pas été calibré en fait pour des très très grands réseaux. Elle a été calibrée à peu près pour le même cœur de cible. La seule chose qui va changer, c'est effectivement que on va avoir des utilisateurs qui vont par exemple avoir une dotation de modules qui sont sur d'autres standards que le standard CAN, notamment avec le Loconet, qui sont sur d'autres standards sur lesquels Rocco estime qu'il y a une part de marché commune. Ils auraient pu très très bien mettre le S88, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils ont une très raison, enfin ça c'est une appréciation personnelle, comme par exemple le fait la DigiCase, mais globalement, si vous voulez, la totalité du système et de la topologie est fait à peu près pour les mêmes types d'usages. C'est pour ça que, suite à la réflexion que j'ai avec Sébastien et les nombreuses discussions que j'ai eues, j'en suis arrivé à cette option, en fait, de décorréler le bus traction, c'est-à-dire c'est la centrale qui va s'occuper de faire rouler les trains, d'un bus accessoire et d'un bus signal. Donc ce bus accessoire, qui serait donc donné par une autre centrale, en l'occurrence la LZV200, s'occuperait en fait de s'occuper de toutes les commutations des effecteurs, donc des moteurs d'aiguillage, des moteurs de solénoïdes, des moteurs cobalt par exemple, et donc du coup d'alléger la charge de travail
pour la Z21 noire et de la cantonner uniquement à la traction. Et ensuite, éventuellement, un autre bus DCC qui pourrait être piloté par une autre centrale ou une Z21 blanche, par exemple, pour s'occuper essentiellement de la signalisation et éventuellement des animations du réseau qui seraient connectées au bus DCC pour pouvoir jouir notamment des marqueurs événementiels que peut offrir la MFAO. Donc, par exemple, typiquement, le déclenchement d'une cloche ou une animation visuelle sur un passage à niveau, ou un éclairage contextuel de bâtiment qui serait piloté par le protocole DCC via la MFAO, pour pouvoir lier en fait le mouvement des trains à certains comportements sur le réseau. Mais cette solution-là qui a été trouvée est effectivement une solution temporaire, parce que à l'heure actuelle, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des offres digitales sur le marché ne sont pas calibrées pour des réseaux qui sont en termes de taille et de nombre de trains à devoir piloter et de nombre d'effecteurs à devoir commander, ils ne sont pas calibrés pour ça, en fait. Donc, on a effectivement cette espèce d'obstacle technologique, mais ce n'est pas en soi l'obstacle technologique, c'est surtout un obstacle de conception, parce que effectivement, on ne fait pas une centrale pour une part de marché de 10%, on fait une centrale pour 90% de notre part de marché, et les 10% restants, qu'ils se démerdent. Et à l'heure actuelle, on n'a aucune offre sur le marché qui soit spécialement calibrée pour les grands réseaux ou les réseaux complexes, comme par exemple peut l'être Wessenheim. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on est obligé de mettre en place des stratégies différentes, des stratégies qui vont venir contourner le problème avec ce système de décorrélation du bus traction, du bus accessoire et du bus signal. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'état des lieux en fait du marché, d'une part, de la topologie Z21, d'autre part, mais aussi des problématiques qui peuvent se rencontrer quand on commence à avoir un réseau complexe. Et ça, encore une fois, il y a le protocole DCC qui porte en lui-même l'inhérence de son âge, tout simplement. Il y a ensuite, après, comment les fabricants calibrent leur système en fonction de leur marché. Et ensuite, après, il y a le problème très anecdotique pour les fabricants de comment on utilise ce système pour des gens qui ont des infrastructures réseau qui sont bien au-delà de la demande générale et qui répond en fait au cahier des charges principal. Donc en fait, le problème, il est vraiment sur 3 niveaux. Et moi, je donnais mon appréciation d'une part sur le niveau DCC, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que ce soit très clair. Il y a effectivement cette limitation au DCC, parce que c'est un protocole qui est très ancien au regard de l'évolution technologique actuelle. Il y a ensuite, après, le niveau de l'offre du marché, c'est-à-dire comment le marché utilise la norme DCC et ce qu'il propose et pour quelle cible. Et ensuite, après, il y a la problématique, effectivement, que je ne rentre pas dans la case de la cible du marché. Et donc, effectivement, je suis obligé de trouver des solutions de déploiement pour pouvoir rendre mon système à moi pilotable et agréable à utiliser sans que je me retrouve avec des problématiques de limitation matérielle parce que mon réseau ne correspond pas à la cible pour laquelle a été conçu les systèmes digitales, c'est-à-dire répondre à 90% des offres des demandes sur le marché. Voilà, donc ça c'est effectivement l'ensemble des problématiques qui peuvent couvrir, et donc c'est pour moi important de répondre à cette question de façon claire sur cette vidéo, afin justement de préciser, parce que je ne fais pas une appréciation qualitative
en disant c'est de la merde. Non, ça fonctionne très bien. C'est une topologie, notamment la topologie Z21, qui est très novatrice, mais qui effectivement a une pointure qui est un petit peu trop étroite par rapport à la pointure nécessaire pour le réseau de Witsenheim. Et donc effectivement, pour l'instant, il faut que je me contente de ça, il faut que je me contente de ce système-là. Et évidemment, j'ai donc une frustration à différents niveaux. Et cette frustration, malheureusement, à l'heure actuelle, elle ne trouvera pas de système qui permettra de pouvoir y répondre, parce que tout simplement, je suis hors marché. Et ça, c'est une réalité que j'appréhende beaucoup plus maintenant, que je n'ai pas appréhendé au moment où j'ai conçu le réseau de Witsenheim, qui entre-temps, en plus, a eu énormément d'évolutions, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup plus complexifié qu'il ne l'était avant, et qu'effectivement, si je voulais revenir et reconstruire un réseau et être beaucoup plus tranquille et ne pas avoir la problématique d'être sorti des clous, en fait, des offres de marché, je ne referai pas une infrastructure comme l'infrastructure telle qu'elle est actuellement sur le réseau de Witsenheim. Voilà, donc je tenais à préciser ça parce que c'est important pour éviter justement de laisser croire que, en fait, je critique un système alors que je viens juste de l'acheter. Non, ce système-là me convient. Il n'est simplement pas taillé pour pouvoir être complètement optimal vis-à-vis de mon réseau, parce que mon réseau dépasse en fait les spécificités pour lesquelles il a été conçu. Donc ça, c'est à la limite un autre problème. Voilà ce que je pouvais dire sur la question qui m'a été posée sur la différence entre la Z21 blanche et la Z21 noire. Maintenant, je vais répondre à d'autres questions qui m'ont été posées. La vidéo sera peut-être un peu longue. Alors concrètement, à la question, est-ce que je peux utiliser simultanément une Z21 blanche et une Z21 noire et une LZV200 ? J'aimerais penser qu'avec Train Controller, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que dans l'interface de Train Controller, et je vais vous mettre une capture ici, on peut configurer différents systèmes digitaux qui sont liés à Train Controller, et effectivement, quand on les branche sur le réseau informatique, on leur donne des adresses IP différentes. À noter notamment que la Z21 noire a une adresse IP de base, donc avant qu'on change la configuration, qui est en 192.168.0.111, et que moi, je vais avoir ensuite, après, la problématique d'insérer cette commande digitale dans ma topologie Ethernet de mon réseau informatique. Donc là, on commence à arriver sur ce qu'on appelle de la gestion de réseau avancé. Et effectivement, s'il y a une Z21 blanche qui vient se greffer sur le réseau informatique, il ne faudra pas qu'elle porte la même adresse IP que la Z21 noire. Et donc, il faudra donc leur donner deux adresses IP différentes. Et à partir de ce moment-là, dans Train Controller, installer deux systèmes Z21 avec deux adresses IP différentes. Et ensuite, après, quand on choisit et qu'on configure sur le TCO de Train Controller quelle centrale numérique dans les menus déroulants va piloter l'effecteur en question ou le contact de rétrosignalisation, et ben, du coup, pouvoir dire telle action envoyée sur le bus RJ45, enfin sur le réseau Ethernet via le port RJ45, c'est à destination de la Z21 blanche, de la Z21 noire, de la LZV200. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité qui est offerte, parce que justement, Train Controller permet de pouvoir, en version Gold, alors je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres versions, mais en version Gold, il permet de pouvoir gérer simultanément plusieurs systèmes numériques. Et donc du coup, à partir du moment où les systèmes numériques sont bien différenciés et ont chacune leur configuration différente, eh ben, il n'y a aucun problème. Alors effectivement, la LZV200 sera connectée en USB sur l'ordinateur qui va gérer
la MFAO du réseau, et puis les autres centrales. Donc pour l'instant, je vais me calmer sur les achats de centrales, mais disons que si, puisque la partie signal n'est pas ma top priorité, d'abord je veux d'abord faire circuler les trains, et dans un deuxième temps, je veux savoir, donc je veux faire circuler les trains, je veux avoir la rétrosignalisation des trains d'une part, je veux ensuite après commander les effecteurs d'autre part, j'ai déjà 2 centrales à l'heure actuelle, donc c'est tout à fait envisageable. Maintenant, effectivement, à terme, sur la topologie Z21, il y aura effectivement certainement une Z21 blanche qui va arriver et qui gérera une autre partie. Il y aura Train Contrôleur qui va faire le chef d'orchestre à partir du TCO, et puis effectivement la LZV200 qui va s'occuper des itinéraires. Et donc du coup, les itinéraires seront commutés à la demande de train contrôleur, et ensuite les locomotives seront pilotées à la demande de train contrôleur par la Z21, et les informations de rétrosignalisation Railcom sur Buscan seront renvoyées à train contrôleur par la Z21 noire et par les modules CAN 10-808 qui équiperont le réseau. Voilà. Alors, l'autre avantage qualitatif, et donc je reviens là-dessus, entre les RS8 et les modules 10-808 de chez Roku sur Buscan, c'est qu'effectivement, les bus, les boîtiers 10-808 interceptent la réponse Railcom que fait la locomotive après le cut-out et les renvoie sur le bus CAN et non pas sur le bus traction. Donc du coup, on ne vient pas encombrer le bus traction d'une réponse et de l'interrogation. Parce que pour en revenir un petit peu sur le mécanisme du cut-out, la centrale vient insérer des cut-outs, c'est-à-dire ce que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que vous avez les informations DCC, et tout d'un coup, il y a une interruption de l'information DCC pour dire aux différents décodeurs de locomotive « Ceci est un message Railcom, veuillez répondre s'il vous plaît ». Je résume, mais ça c'est pour schématiser. Et ensuite, après, c'est diffusé via le bus traction sur tout le réseau. Et ensuite, les locomotives, elles ont cette configuration Railcom, elles entendent le message « Ceci est une diffusion Railcom, veuillez répondre s'il vous plaît ». Et à ce moment-là, où qu'elles se trouvent, elles vont rediffuser leur information Railcom. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 diffusions Railcom sur le même bus, c'est-à-dire que sur le même canton. Si vous avez 2 locomotives qui sont Railcom, si elles broadcastent leur réponse au même moment, on va obtenir du brouhaha et la centrale ne comprendra pas ce que les réponses qu'auront faites les 2 locomotives qui se trouvent sur le canton. Alors que la solution CAN du 10-808 de Roku, c'est de dire toutes les informations Railcom que je diffuse, toutes les réponses à la demande diffusée par la centrale, je les intercepte, je les mets en paquet et je les envoie par le bus de rétrosignalisation à la centrale en disant canton 1, donc j'ai 8 sorties, sur le module, donc sortie 1, j'ai une réponse Railcom de la locomotive 231E, canton 2, j'ai une réponse Railcom de la locomotive 150Z, canton 3, il n'y a pas de locomotive, j'ai pas de réponse Railcom, canton 4, j'ai une réponse de la locomotive 030DB, et ensuite, hop, je fais un paquet en disant telle locomotive, telle locomotive, telle locomotive, et sur tel canton, tel contact de rétrosignalisation, parce que je sais que j'ai une locomotive sur ces cantons-là, parce que d'une part, elle m'a répondu par Railcom, et d'autre part, elle consomme du courant sur le canton. Et donc, du coup, je renvoie cette information via le bus de rétrosignalisation sur technologie CAN à la centrale qui fait « Ok, j'ai la 231E qui est sur le canton 1, elle consomme bien du courant sur le canton 1, et voici la réponse à ma diffusion de message Railcom qu'elle m'a faite. » Et donc, à ce moment-là, je peux interrompre le cut-out, qui est très rapide en fait, et reprendre la traction. Et la grande différence avec les modules RS8 de LDT, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le Railcom. Alors, vous aurez pu me dire, oui, mais tu pourrais prendre les LRB 08 qui apparemment gèrent le Railcom et tu n'aurais pas eu ce problème-là. Oui, mais en fait, beaucoup de problèmes sont venus se percuter les uns et les autres.
Et effectivement, en lourdant simplement les RS8 et en prenant des LRB 08 de chez Lens, j'aurais pu avoir à peu près le même service que me feraient les modules de rétrosignalisation CAN de Roku, sauf que les LRB 08 fonctionnent sur le bus RS, et là on arrive sur les perturbations liées à la liaison série RS, et ça c'est un autre problème, alors que le bus CAN est beaucoup mieux protégé quand il est équipé de patch Ethernet SFTP et non pas de patch Ethernet comme le vend Roku en UDP, parce que l'UDP est très sensible, et en tout cas beaucoup plus sensible aux perturbations électromagnétiques que les patchs SFTP. Alors, il faut savoir aussi que pourquoi ça a son importance, parce que malheureusement ou heureusement, on utilise beaucoup de commutateurs sur le réseau, qui sont des commutateurs par électroaimant, qui par définition, font énormément de bruit de fond, ajoutent énormément de bruit de fond et de perturbations électromagnétiques sur le réseau. Et comme on a, sur des réseaux complexes comme le réseau de Wessenheim, des gros faisceaux, à la fois des faisceaux de traction, de bus traction, et un faisceau de rétrosignalisation, au milieu de tout ça, on a des commutateurs à électroaimant qui, par définition, ont ce qu'on appelle des effets de rebond. Et donc, les effets de rebond génèrent des perturbations électromagnétiques, des effets de self, des effets de rayonnement qui peuvent venir contaminer les autres. Et ça foutait un bordel monstrueux. Donc, effectivement, la motivation de passer sur une structure et une topologie Z21 bus CAN, c'est que justement, le bus CAN avec des patchs SFTP est beaucoup mieux protégé, et donc du coup l'intégralité des informations renvoyées par la rétrosignalisation a peu de chances de souffrir des problèmes de perturbation liés aux actionneurs et aux effecteurs électromagnétiques. Donc voilà, ça c'est la raison principale qui m'a fait switcher de Lens à Roku Z21 pour la commande digitale et la rétrosignalisation de mes cantons. Mais par contre, effectivement, si c'était uniquement un problème de Railcom, bon, la solution la plus simple, c'était de couper Railcom, mais si j'avais voulu avoir sur la topologie Lens une gestion avancée de Railcom, il semblerait que les LRB 08 sont en capacité d'intercepter les réponses aux annonces Railcom et de les envoyer via le bus de rétrosignalisation au lieu de les laisser sur le bus traction remonter à la centrale, ce qui crée un goulot d'étranglement et une incapacité de la centrale à pouvoir traiter correctement les retours d'informations Railcom de la part des locomotives. Voilà. Je pense que j'ai à peu près balayé tout ce que je pouvais vous dire. Cette vidéo-là, c'est donc la vidéo de conclusion de cet ensemble de vidéos sur la problématique du digital sur le réseau Wessenheim. Ensuite, après, les autres vidéos seront des descriptions de modules, seront des approfondissements sur le protocole, seront aussi des vidéos liées au CV des locomotives, au flux binaire envoyé sur les rails, sur les nouveaux protocoles et sur les informations avancées concernant le bus CAN et concernant les ouvertures possibles et les évolutions des normes possibles. Mais en tout cas, en termes de descriptif sur le réseau de Wessenheim, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais dire. Si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo un petit peu technique, mais ça me fera très plaisir de pouvoir vous compter parmi les gens qui sont abonnés à la chaîne. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt et promis, là, je vais continuer à mettre des vidéos sur la construction du décor et sur le reste de la construction du réseau de Wessenheim et à répondre, bien évidemment, à l'ensemble de vos questions que vous auriez posées dans l'espace commentaire. À très bientôt.